Bonjour et bienvenue au Parlement européen à Strasbourg. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'actualité européenne. Cette semaine, nous vous proposons une enquête exceptionnelle. Le trafic d'êtres humains se développe au cœur même de l'Europe. Reportage en Albanie où nous avons suivi des associations épaulées par l'Union européenne. Elles tentent de venir en aide aux jeunes victimes de ces trafics. Mais d'abord, l'actualité de la semaine. Alors que la Roumanie et la Bulgarie se sont une nouvelle fois vues refuser l'entrée dans l'espace Schengen, ces négociations ne virent-elles pas au bal des hypocrites? Quelle déception! Une nouvelle fois, on claque la porte de Schengen au nez de la Bulgarie et de la Roumanie. Mais il fallait s'y attendre, non? Depuis le temps que ces deux pays de l'Est tambourinent à la porte de l'espace et qu'on leur refuse l'accès au Saint Graal. Pourtant, la Commission et le Parlement européen estimaient que Sofia et Bucarest avaient rempli le cahier des charges, que techniquement, ils pouvaient prétendre à devenir les 23e et 24e pays de la zone. Mais non, les ministres de l'Intérieur des pays membres n'en ont pas voulu. Entre autres l'Allemagne et les Pays-Bas. Pas à la hauteur, les Roumains et les Bulgares. Trop corruptibles, dotés d'un système judiciaire défaillant, pas capables de contrôler les frontières extérieures, pas aptes à juguler l'exode de sa population vers l'Eldorado, à l'ouest. Un peu sévère, non? Alors cet espace Schengen, le bal des hypocrites? Et nous voilà de retour sur le plateau d'Europe Hebdo au Parlement européen à Strasbourg. Pour évoquer cette question des frontières extérieures de l'Europe et donc de l'espace Schengen, nous a rejoint sur ce plateau Sylvie Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc membre de la commission Justice et Affaires intérieures, entre autres, enfin Liberté civile pardon, et Justice, et vice-présidente du groupe socialiste et démocrate. Alors est-ce que cet espace Schengen, finalement, c'est pas un petit peu le bal des hypocrites ? C'est une bonne formule, effectivement. En tout cas, c'est de l'hypocrisie et la recherche de boucs émissaires. Et on n'assume pas un certain nombre de décisions. Et c'est ça qui se passe, effectivement, en ce moment. C'est bien l'idée générale de l'hypocrisie d'un certain nombre d'États membres qui considèrent que, finalement, il y a des États de première ou de deuxième classe dans l'Union. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte à nos téléspectateurs, en 2007, la Roumanie et la Bulgarie entrent dans l'Union avec l'idée derrière d'adhérer à l'espace Schengen. Sauf que depuis, finalement, on leur a retoqué la porte presque 3 fois de mémoire. Dont une très récemment. Dont une très récemment. Jusqu'à quand ça va durer ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'intervalle, depuis 2007, où on pouvait considérer, au juste titre ou à mauvais titre, que ces deux États n'étaient pas prêts, ils ont fait des efforts extrêmement sérieux pour se mettre à jour vis-à-vis des critères qui ont été demandés à tous les États au moment d'entrer dans Schengen. Et donc, ces États ont modernisé leur système de surveillance. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour se mettre à jour technologiquement. Ils sont même d'ailleurs probablement plus armés technologiquement. Si le matériel faisait l'ensemble de la décision, ils sont plus armés que certains autres États. Ce qui coince maintenant, c'est qu'effectivement, sur fond de crise économique, avec des mouvements de population, un certain nombre d'États considèrent qu'ils ne sont pas encore prêts et remettent des étapes supplémentaires à la Roumanie et à la Bulgarie, comme si ça ne suffisait pas. Moi, je considère, et le Parlement dans son ensemble a considéré, que la Bulgarie et la Roumanie, vis-à-vis des critères qui leur étaient demandés, ont répondu à ce qui était nécessaire pour rentrer dans l'espace Schengen. Donc il y a d'autres raisons, et c'est pour ça que vous aviez raison de dire que c'est de l'hypocrisie. Donc là, la raison, effectivement, vous l'avez évoqué, c'est la possibilité j'ouvre les guillemets, d'une invasion, puisque ce sont les termes qui ont été utilisés notamment par les Britanniques, enfin par la presse britannique entre autres, d'une invasion de Roumains et de Bulgares sur l'Europe de l'Ouest. Est-ce que c'est un risque finalement? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas, vu que les Roumains et les Bulgares ont déjà la liberté de circulation? Et justement, ça n'est pas tout à fait ça la situation. Ce qui est reproché a priori à ces deux États, qui sont en bordure de l'Union européenne, c'est d'avoir des frontières extérieures trop poreuses et de ne pas savoir faire la police aux frontières de l'Union. Et donc de laisser rentrer des gens de manière clandestine dans l'Union. C'est pas tellement l'entrée des Bulgares et des Roumains dans le reste de l'Union, parce qu'effectivement la libre circulation existe, ça n'est pas la problématique, c'est d'autres types de problématiques plus exactement. Mais c'est en gros ce qui pose problème à un certain nombre d'États membres, c'est le fait que la Bulgarie et la Roumanie ne sont pas suffisamment sérieuses
d'une part dans la corruption et d'autre part dans la porosité de leurs frontières. Mais cette porosité de frontières, c'est aussi l'affaire de toute l'Europe. On ne peut pas juste Bien demander entendu. aux Bulgares, aux Roumains, aux Grecs ou aux Turcs de s'occuper des frontières extérieures de Exactement. l'Europe. Sauf que les frontières sont plus ou moins poreuses et plus ou moins dangereuses à traverser. L'Europe a bouclé les entrées en Méditerranée, qu'il s'agisse de l'entrée par l'Espagne et puis par la Méditerranée. Il y a eu l'année dernière, et c'est aussi un sujet avec les printemps arabes, d'arrivée à Lampedusa et donc de réaction de messieurs Berlusconi et Sarkozy qui ont posé des problématiques vis-à-vis de Schengen. Et puis les barrières à l'entrée se sont déportées jusqu'à la Grèce, qui reste maintenant le principal lieu d'entrée de l'Union. Mais demain, si effectivement la Bulgarie et la Roumanie rentrent dans Schengen, s'ouvrent de nouvelles frontières extérieures de l'Union qui peuvent éventuellement permettre l'entrée sur le territoire Schengen. Donc c'est ça qui pose problème à ces États membres. Alors, vous l'avez évoqué, Silvio Berlusconi et Nicolas Sarkozy à l'époque avaient voulu remettre en question donc, les frontières extérieures et l'entrée de certains pays dans Schengen. On voit finalement que malgré l'arrivée de François Hollande au pouvoir, la position de la France n'a pas évolué sur cette question. Vous, en tant que socialiste, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi avaient remis en cause, c'était pas les frontières extérieures. Ils voulaient avoir de nouvelles règles pour l'entrée. Et donc, ils avaient érigé de leur propre fait de nouvelles règles, prétextant un afflux après les printemps arabes. Ils avaient voulu aussi à un moment remettre en question l'espace Schengen. Exactement. Par ce biais-là, en remettant des frontières là où il n'y avait pas lieu d'être et où ils ne pouvaient pas décider seuls. La situation est très très différente maintenant dans la position de l'État français, puisque les dernières rencontres entre M. Ponta, le Premier ministre roumain, et avec le Premier ministre français ont montré qu'il y avait une évolution possible sur la question de l'entrée, la Roumanie et la Bulgarie. Donc je crois qu'on progresse. Il faut faire les choses dans un bon calendrier, avec de bonnes résolutions, mais je crois que les choses progressent. En tout cas, mais pas assez selon vous. Pas assez au sens où les propositions qui ont été faites à la Roumanie et à la Bulgarie ne sont pas correctes du point de vue des critères demandés à ces États. Oui, c'est un jeu de dupes finalement. Voilà. On a remis un petit peu de nouvelles règles au milieu de la partie de foot, si je puis dire. D'où l'idée, effectivement, et j'espère qu'on pourra, du point de vue des autorités françaises, être vraiment sur ces règles de droit, de remettre exactement les bons critères. C'est ce que vous demandez à François Hollande et au Premier ministre? Je pense qu'ils sont dans cette perspective-là. C'est en tout cas ce qui est prévu de discuter dans le prochain Conseil JAI. Donc on aura sûrement des éléments complémentaires à ce moment-là. Il y a une autre question qui intéresse sur Schengen en ce moment, c'est Cecilia Malmström qui l'a mise à l'agenda. C'est la question des frontières intelligentes, entre guillemets. L'idée, ce serait de faire un espèce de passeport biométrique ou une carte biométrique pour les visiteurs qui viendraient de l'extérieur de l'Europe en Europe. Les Verts y voient une forme de Big Brother 2.0. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est un aspect des choses. Et vous savez que globalement, la question des données et des passages des frontières avec la biométrie est un problème en soi. Moi, ce que je trouve aussi, enfin, un autre aspect de la question que je trouve assez problématique aussi, ce sont des frontières intelligentes pour les gens riches et bien portants. D'une certaine manière. Moi, je suis tout à fait consciente que faciliter le passage d'hommes d'affaires, d'étudiants qui font beaucoup de trajets, qui font beaucoup d'allers-retours est une problématique en soi qui doit être résolue. Et pourquoi pas faciliter les choses de ce point de vue? Ça ne lève en rien une réflexion plus large sur la manière dont l'Europe accueille ou pas, ou quelles sont les règles pour le reste des gens qui migrent. Et là, ça fait là aussi deux classes différentes. En gros, vous pointez une Europe à deux vitesses. Une nouvelle fois. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en attendant d'avoir répondu à nos questions. Nous, on continue sur les questions des frontières, mais cette fois-ci de la zone euro. Bizarrement, alors que la zone euro est en pleine crise, la Lettonie vient de faire acte de candidature. On en parle tout de suite avec Aurélie Dafas au travers du zapping des télévisions étrangères. Un 18e pays dans la zone euro, l'idée fait son chemin depuis déjà quelques temps. Shopping au marché central de Riga, tout est payé en latte, mais la monnaie pourrait bientôt changer pour l'euro. Après avoir expérimenté l'une des pires récessions en Europe, l'économie lettonne se redresse et vise maintenant à rejoindre la zone euro. Alors, attractive l'eurozone? Les députés européens lettons semblent divisés sur la question. Je suis totalement pour. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, nous sommes profondément intégrés en Europe. Nos exportations vers l'Europe représentent environ 77%.
Je ne pense pas que ce soit le moment d'adhérer à la zone euro en pleine crise. Nous devons attendre au moins jusqu'en 2014. La décision relève maintenant de la Commission européenne. Réponse en juillet. Mais déjà, cet expert exprime un avis positif. La Lettonie a fait des progrès significatifs pour ajuster son économie, revenir en tête parmi les États membres, être compétitive. Donc je pense que probablement, en termes de critères, les chances sont très bonnes pour que la Commission délivre un verdict positif cette année. Et pour évoquer cette possible entrée de la Lettonie dans la zone euro, c'est Jean-Sébastien Lefebvre qui nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes journaliste à Euractiv, un portail d'information sur l'actualité européenne. Alors c'est assez étonnant parce que la Lettonie est un pays en crise, enfin on pensait que c'est un pays en crise. Pourquoi est-ce qu'elle demande son adhésion à la zone euro? Alors la Lettonie était un pays en crise en 2008. Au moment de la crise des subprimes, en fait l'économie s'est écroulée, elle a perdu 21% de son PIB, qui équivaut à peu près à ce qu'a perdu la Grèce, mais en 6 mois. 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle a 5% de croissance. Un chiffre dont tout le monde rêve. Exactement. Mais bon, elle part de loin finalement, on peut dire ça. Et du coup, aujourd'hui, l'ambition des politiques lettons est d'entrer dans la zone euro. Mais ça a toujours été le cas finalement. Avant la crise, ils voulaient aussi intégrer, c'est une sorte de fixette chez eux. Et depuis très longtemps, déjà, le cours de la monnaie lettonne est indexé sur l'euro et bloqué. Donc ça veut dire qu'il y a une parité fixe. Et depuis l'adhésion en fait de la Lettonie, ils ont toujours eu ce but en tête. En tête. C'est dans les traités de toute façon, ils doivent à terme y rentrer, mais c'est vraiment un objectif prioritaire chez eux. Et même durant la crise de 2008, ils n'ont pas touché à la parité de la monnaie. Ça veut dire qu'ils ont préféré couper dans les salaires, faire des coupes, faire de l'austérité, plutôt que d'évaluer la monnaie ou faire des choses comme ça. Donc c'est vraiment un objectif à terme. Et ce qui est assez étonnant, c'est que alors que la zone euro finalement est en crise, on a un pays qui cherche un petit peu quoi? C'est une protection finalement d'entrer dans cette zone? Les partisans pour disent de toute façon on est déjà très intégrés, ça peut que être bénéfique pour la Lettonie d'avoir des échanges facilités avec la zone euro, effectivement. Et après, on peut voir dans l'imaginaire letton aussi un attachement très fort à l'Europe par rapport à son voisin russe. Donc c'est une sorte d'ancrage définitif au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a d'autres pays comme la Lettonie qui sont dans la même Il y a l'Estonie qui est rentrée dernièrement aussi, c'était en 2012. La Lituanie veut suivre, donc les 3 pays baltes finalement veulent toujours rentrer. Et puis il y a la Pologne qui commence à réfléchir. Mais la Pologne c'est à la fois quelque chose d'économique mais aussi politique. La Pologne ne veut pas être mise à la marge de l'Union européenne. Donc elle dit si on veut continuer à être au cœur de l'intégration européenne, il faut qu'on rejoigne la zone euro. Donc il y a un débat qui commence à se lancer avec le Premier ministre Donald Tusk qui dit il faut qu'on y aille. Ils ne savent pas quand, ils sont encore un peu prudents, mais la Pologne à terme va dans les années à venir. Également. Et pour la Lettonie, qu'est-ce qu'en pensent les institutions européennes? Quel est le calendrier finalement de cette adhésion? Alors là, il faut que la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne analysent la situation en Lettonie. Mais si on prend un rapport qui a été publié en mai 2012 par la Commission Européenne, on voit qu'elle est quand même un petit peu sceptique en disant tous les critères ne sont pas là. Au niveau endettement, ça va. La dette publique, c'est 40% du PIB. Donc ça, c'est en dessous des critères de Maastricht. Se pose la question de l'inflation, de la stabilité des prix. Ça, c'est pas très clair. Donc il va falloir attendre. Mais les Lettons sont très optimistes. Quand on écoute les ministres et le Premier ministre, c'est sûr, ils vont avoir un avis favorable, ils vont rentrer en 2014, etc. Donc là, ça va être après les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro qui, à la fin, devront donner leur aval. Donc ça reste une décision politique. Hein. Et puis il faut se rappeler que la Grèce est rentrée dans la zone euro en 2000 et elle a respecté pas les critères. On a vu le résultat. 2008, donc la question c'est, voilà, maintenant il faut bien faire attention à qui rentre. Avec des mécanismes de contrôle, j'imagine. Voilà. Alors justement, vous parliez de la Grèce. Là, au temps fort de l'actualité, on parle budget, on parle PAC. On parle plus de la crise. Alors est-ce qu'on est sorti d'affaire finalement? Ça dépend laquelle de crise en fait. La crise financière en elle-même pour l'instant est en sommeil. Les marchés sont à peu près calmes. On a eu quelques soubresauts avec les élections en Italie. Mais dans l'ensemble, ça va à peu près. Aujourd'hui, la crise, en quelque sorte, est descendue d'un étage. Elle n'est plus financière, elle est économique et sociale. On voit que le chômage continue à augmenter. Les perspectives de croissance ne sont pas réjouissantes pour les 2 années à venir. Donc finalement, la crise est là, sauf qu'elle est beaucoup plus diffuse. On n'a plus les temps forts de l'automne 2011 et de l'hiver 2012. Mais elle est finalement dans le quotidien de tous les Européens. Et dernière question, rapidement. On voit que l'impasse politique en Italie joue peut-être un petit peu sur les marchés. La France vient d'annoncer qu'elle ne respecterait pas les 3% de déficit. Est-ce qu'il peut y avoir un effet rebond de cette crise, du coup?
C'est ce que certains pensent. Après, il faut savoir, est-ce que la crise en Italie va perdurer? Est-ce que finalement les députés de Pepe Grillo vont pas accepter de voter la confiance pour un gouvernement de gauche? Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, le fait que la France ne respecte pas le déficit à 3% cette année ne devrait pas avoir forcément beaucoup de conséquences. Parce que même la Commission est quand même assez souple. On a vu que Olli Rehn, il y a un mois, quand il a fait les prévisions de croissance, en 3 semaines, a dit que bon, ils vont pas les respecter, ils vont pas les sanctionner tout de suite. Voilà. Peut-être en printemps, mais on verra. Et finalement, plutôt finalement, la France en sort pas si mal. Voilà, et puis plutôt en 2014, parce que bon, si on coupe encore dans les dépenses, qu'est-ce qui va se passer au point de vue de la croissance, ou ça va être encore pire? La Commission commence finalement à se poser à l'intérieur des questions sur est-ce que l'austérité est forcément la réponse à tout? Merci Jean-Sébastien Lefebvre d'avoir été parmi nous pour nous expliquer tout ça. Nous, on continue notre voyage, direction l'Albanie et Tirana plus exactement. Si ce pays ne fait pas partie de l'Union européenne, il obtient des fonds notamment pour lutter contre la traite des êtres humains. Avant de retrouver Katia Gilder et son invité, direction Tirana avec Fabrice Cunet, Emine Alili et Estelle Boileau. C'est la dernière campagne d'une ONG albanaise contre la traite des êtres humains, le dernier symbole de la mobilisation contre ces trafics ici. En Albanie, l'exploitation des enfants ou la prostitution ont longtemps été des sujets tabous et un problème récurrent dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas 200 € par mois. Depuis quelques années, les choses changent et la lutte contre ces trafics s'organise. Depuis son petit bureau de la capitale Tirana, Daniela coordonne l'action des ONG dédiées à l'enfance. Un vaste réseau d'alerte et d'aide à la réinsertion parti d'un constat. Ici, il n'y a pas de service public qui aide les enfants en difficulté à se réinsérer. C'est à nous, ONG, d'assurer cette mission. Il faut réintégrer ces jeunes victimes de violences, de trafic ou de travaux forcés, et comme l'État ne le fait pas, notre travail est très important. Dans leur travail au quotidien, les ONG mettent l'accent sur la prévention. Exemple dans cet immeuble au cœur d'un quartier très défavorisé de Tirana. Un accueil de jour pour des enfants en grande précarité et un soutien pour leur famille. Les enfants, quelle lettre on a appris aujourd'hui? Chaque jour, une cinquantaine d'enfants déscolarisés se retrouvent autour de ces tables pour des cours ou des activités. Une alternative à la rue. Ce sont pour la plupart des enfants livrés à eux-mêmes et qui vivent dans une grande pauvreté. Ils sont tous des victimes potentielles de n'importe quel trafic ou souvent utilisés par leur famille pour gagner de l'argent. Ils s'appellent Beram, Berti ou Franco. Ils ont entre 4 et 15 ans. Tous racontent la même histoire, les mêmes difficultés familiales. Et travailler fait partie de leur quotidien. Moi, je vends des noisettes aux gens et après je donne l'argent à maman quand on rentre à la maison. Moi, quand je suis dehors, je cherche du fer ou je vais sur Internet. Et le fer que je trouve, je le vends pour ma famille. Eux sont restés à Tirana, mais parfois les enfants seraient loués ou envoyés au Kosovo, en Macédoine ou en Grèce pour travailler. Quelqu'un a vu la maîtresse Ioanna? Pour Sonila Massati, certains réseaux criminels ciblent les familles pauvres et profitent de ce trafic. Après plusieurs années à la direction de ce centre d'accueil, elle voit la situation s'améliorer lentement. Je pense qu'il reste beaucoup de difficultés. Il y a certaines problématiques que l'on n'arrive toujours pas à résoudre à cause de la bureaucratie. Même si l'État a adopté des lois récemment, le chemin est encore long pour que l'on réussisse ensemble à trouver des réponses aux problèmes de ces enfants et de leurs familles. Sous la pression de l'Union européenne, l'Albanie a en effet adopté une série de lois, mis en place des plans d'action depuis une dizaine d'années pour lutter contre le trafic d'êtres humains. L'homme clé du dispositif, le vice-ministre de l'Intérieur. Face aux critiques, Narden Doka réclame du temps. La coopération avec les ONG, c'est vrai, est à améliorer pour réinsérer les victimes dans la société.
Il faut aussi que l'on perfectionne notre cadre juridique, même si le cadre existant me semble déjà efficace. On doit travailler à l'adapter aux standards européens. Et ces carences sont encore plus criantes en matière de prostitution. C'est du moins le constat fait par les ONG comme celle d'Ariela Mitri. Les femmes sont victimes de stigmatisation par la société albanaise et les structures de réintégration manquent. Seulement 5 sur l'ensemble du territoire. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ces centres d'accueil. Pour faire leur intégration, au début, les victimes ils ont eu besoin d'une maison, d'une place pour dormir, pour la sécurité, pour la nourriture. Et après, construire un projet de réintégration. Et ici, toujours, c'est difficile de trouver une place. Que ce soit pour les enfants ou pour les femmes victimes de trafic, la solution passe par l'éducation. L'Europe soutient certains programmes de sensibilisation à Tirana comme dans le reste de l'Albanie. Mais dans un pays où l'on manque de tout, les trafiquants ont encore une longueur d'avance. C'est incroyable, mais c'est bien la réalité. Vous l'avez vu avec ce reportage tourné en Albanie par Fabrice Cunet. On en parle avec notre invitée, Véronique Mathieu, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne d'origine française. Vous travaillez sur les questions de justice et de sécurité. Et vous êtes membre notamment de la CRIM, la commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux. Alors, vous avez regardé ce reportage. C'est assez incroyable de voir cette forme d'esclavage moderne au XXIe siècle. Est-ce que finalement la lutte contre ces réseaux criminels n'est pas vaine? On se dit, en voyant ça, que malheureusement les trafiquants ont toujours une longueur d'avance sur les États ou sur les polices. Oui, malheureusement, c'est un petit peu le cas dans un certain nombre d'États. Qui frappe d'ailleurs à la porte de l'Europe, puisque vous savez que l'Albanie est candidate pour intégrer l'Union européenne. Et c'est un petit peu la force que nous avons, nous, au sein de l'Union, c'est que nous essayons de mettre l'Albanie au pas. Donc la mafia est très présente en Albanie et nous essayons de lutter contre la mafia avec le poste de candidate à l'Union. Alors quelles sont les racines du mal, si je puis dire? Est-ce que c'est un problème de l'État albanais qui manque, on l'a vu, des structures, des moyens ou peut-être même de la volonté politique pour traiter ce problème? Ou est-ce que c'est la conséquence de la pauvreté qui force certaines familles qui met certains enfants dans les mains des criminels? Quelle est la cause de ça? Oui, les facteurs sont multiples. Il y a déjà effectivement un manque de structure sociale, politique, un manque de structure au niveau de l'État, bien évidemment, mais il y a aussi un problème de niveau de vie. Et on le sait bien, les mafias se développent quand le niveau de vie est très bas. On le voit bien d'ailleurs même au niveau de l'Union européenne en ce moment, alors que nous connaissons une crise très importante, eh bien la mafia se développe parce que les gens ont peur, les gens sont dans une situation très incertaine et la mafia est en train de gagner du terrain un petit peu partout. Alors particulièrement en Albanie parce que la mafia est très forte. Elle a d'ailleurs des connexions au niveau mondial. Et bon, vous le savez bien, l'Albanie est proche de l'Italie où la mafia est très importante. Et la mafia albanaise a une connexion très importante avec la mafia italienne. Est-ce que l'Union européenne, avec ses moyens, a la possibilité de lutter contre ces réseaux criminels et comment? Oui, déjà, on a des structures pour lutter contre cela. On a des agences européennes, par exemple Europol, qui est une sorte de FBI européen, qui est de plus en plus performant parce qu'on lui donne les moyens. On a Eurojust, qui est une autre agence européenne qui met en place des équipes communes d'enquête. Et on sait par exemple qu'Europol a eu des belles prises qui concernent la mafia albanaise. On sait par exemple qu'à Mulhouse, à l'automne dernier, Europol a réussi une belle prise qui concerne la mafia albanaise. Des coups de filet en fait. Des coups de filet, tout à fait, parce qu'il y a une bonne connexion qui est organisée par Europol. Bon, on a des résultats concrets, mais ça n'est encore pas suffisant. On ne peut pas tout réussir d'un coup. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour lutter contre ce problème, ça passe aussi par des actions de prévention sur le terrain, par exemple, même dans les camps de réfugiés? On sait que les trafiquants profitent des situations de conflit pour asseoir leur emprise sur les plus faibles.
Il faut le faire, mais pour cela, bien sûr, on a la difficulté de la prévention. Alors, il faudrait qu'on puisse être présent partout. Les ONG, on l'a vu dans votre reportage, font évidemment un travail de terrain, un travail de fourmi qui est extrêmement important. Et ça passe aussi par l'éducation des enfants. On espère qu'avec cette prévention par l'éducation, évidemment, la mafia va reculer un petit peu. Mais ça, c'est sur vraiment du très long terme. Ça, c'est clair. Quand vous dites du très long terme, c'est à quel horizon? On prend les petits, vous le voyez bien, très petits. Alors, en éduquant les gamins, on espère que ça va reculer. Mais est-ce que tous les pays européens jouent le jeu? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de tous les pays européens par rapport à cette préoccupation? On parle quand même ici de traite des êtres humains et on est au XXIe siècle. La traite des êtres humains, c'est vraiment, on le sent, une spécialisation un petit peu dans la mafia. Les mafias qui sont présentes en Albanie, les mafias dans les Balkans, ça on le constate très nettement. Parce qu'on n'a pas l'impression, en voyant ce reportage, que l'État albanais joue le jeu. On a vu que l'Europe était présente sur place, elle a un petit bureau, des petits moyens. On n'a pas l'impression que l'État albanais la suive, si je puis dire. L'État albanais souhaite vraiment intégrer l'Union européenne. Et ça va être la condition sine qua non. On a mis des conditions drastiques pour l'intégration. D'ailleurs, l'Albanie n'a encore pas son statut de candidate. On a mis un certain nombre de 12 points très importants sur des questions sociales, des questions de démocratie, des questions de criminalité organisée. Ça, c'est une question sur laquelle le Conseil ne cédera pas. Et on va voir si les résultats et si la volonté de l'État albanais n'est pas au rendez-vous, eh bien le Conseil ne cédera pas sur le statut de candidat. Après le statut de candidat, il y a l'intégration à l'Union. Donc vous voyez, c'est un chemin qui est très long et l'État albanais aura le temps de progresser dans sa lutte contre la criminalité organisée, particulièrement la traite des êtres humains. La traite est la prostitution des êtres humains. Après, il y a le trafic de drogue. On sait que dans le trafic de drogue, également, la mafia albanaise est malheureusement très en pointe aussi, avec des connexions vers les pays européens, mais également vers les États-Unis et vers le sud aussi, vers l'Afrique également. Donc vous dites que ces formes d'exploitation sont en hausse au cœur même de l'Europe, de l'Union européenne. Au cœur même de l'Europe, tout à fait. On le sait, on sait qu'ils passent par la Grèce, par l'Italie, donc malheureusement avec des frontières qui ne sont nos frontières européennes qui sont encore pas suffisamment bien étanches. C'est aussi ça l'une des causes. Oui. Merci beaucoup Véronique Mathieu d'avoir été avec nous pour commenter ce reportage. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Bruxelles avec François Baudonnet. Et d'ici là, très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. On reste juste un petit